Je m'appelle Olivier Martin, j'ai 70 ans, et je vais vous raconter une histoire qui prouve que la justice n'est pas une question de cri. C'est une question de structure. Quand mon fils Étienne est mort, sa femme Nicole a tout hérité. 68 millions d'euros et une immense villa provençale. Quelques heures après l'enterrement, elle m'a jeté dehors. Elle m'a littéralement poussé hors de la porte et m'a dit d'aller crever dans une benne à ordures. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que le vieil homme était fini. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas savoir, c'est que mon fils et moi avions un dernier projet ensemble, et les plans étaient parfaits. Avant de continuer, s'il vous plaît, dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Votre soutien représente tout pour moi. Et si vous avez déjà dû déjouer quelqu'un qui vous a sous-estimé, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Vous n'êtes pas seul. Je me tenais dans le bureau de mon fils. Je suis, ou plutôt j'étais, ingénieur en structure. Je trouve du réconfort dans la logique, dans les choses qui sont construites pour durer. Cette pièce, tapissée de cèdre sombre, sentait les vieux livres et l'eau de Cologne d'Étienne. C'était la seule pièce de la maison qui portait encore son empreinte. Dehors, à travers la large baille vitrée, la campagne aixoise s'étendait, les chênes se dressant comme des témoins silencieux. Nous venions de mettre Étienne en terre. Mon fils, 40 ans, parti. Le déclic du loquet de la porte fut sec, précis. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Son parfum, une senteur lourde et chère, arrivait toujours avant elle. Nicole, ma belle-fille, est entrée. Elle avait 35 ans, et même dans son deuil, elle paraissait impeccable, c'est-à-dire qu'elle ne montrait aucun deuil. La robe noire qu'elle portait au cimetière avait disparu. À sa place, un chemisier en soie de la couleur de l'argent frais, un vert vif et discordant. Ses yeux étaient clairs, secs et impatients. Maître Dubois a terminé la lecture, annonça-t-elle. Sa voix était plate comme une vitre. Pas de chagrin, juste des affaires. Pendant que vous étiez ici, à ruminer. La petite pique était typique. J'étais sorti dans le jardin pour essayer de respirer. Pendant les 6 derniers mois, j'avais vécu dans cette maison, dormant sur un lit de camp dans la chambre d'amis, écoutant le déclin atrocement lent de mon unique enfant, un cancer du pancréas. Il l'avait déchiqueté, laissant une coquille que je reconnaissais à peine, mais j'avais été là à chaque seconde. Et ai-je demandé en me tournant vers elle. Un petit sourire crispé jouait sur ses lèvres, un sourire de pure victoire. Tout est à moi, Olivier. Le testament était très clair. Cette villa et les 68 millions d'euros. 68 millions. C'était la dernière évaluation de Martin Analytique des données, la société qu'Étienne avait créée depuis sa chambre d'étudiant. Mon fils était un génie, et il avait épousé une prédatrice. Une terreur froide, plus lourde que le chagrin, s'est installée dans mon estomac. Nicole, dis-je, ma voix à peine un murmure. J'ai essayé de faire appel à une once d'humanité partagée. C'était mon fils. Nous venons de l'enterrer. Elle m'a coupé la parole. Ses yeux sont passés de froid à glacial. Non, dit-elle en s'avançant. C'était mon mari, et c'est fini. Elle croisa les bras, un geste de finalité. Maintenant, vous êtes un invité dans ma maison, et je veux que vous partiez. Les mots sont restés en suspens. Je veux que vous partiez. J'ai dû avoir l'air confus car elle a soupiré comme si elle expliquait un concept simple à un enfant. Partez, Olivier. Pas RTEZ. Prenez vos affaires et sortez. Je la fixais. Sortir. Aller où? Nicole. J'ai vendu mon appartement à Lyon pour venir ici. Étienne. Étienne voulait que je sois là. Il m'a demandé de venir. Étienne est mort, dit-elle en haussant les épaules comme si elle parlait de la météo. Il n'a plus son mot à dire. J'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de tourner la page. De repartir à zéro. Et je ne peux pas le faire avec vous hantant les couloirs, une vieille relique triste me rappelant la maladie. La cruauté était à couper le souffle. J'avais vendu ma maison, le petit endroit calme que j'avais partagé avec ma défunte femme, Claire, la maison où chaque coin gardait un souvenir d'elle. Je l'ai vendue, j'ai liquidé mes économies de retraite, tout cela à la demande d'Étienne il y a 6 mois. Il m'avait appelé, la voix déjà faible. « Papa, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être seul avec elle. » Alors je suis venu. J'ai transféré toutes mes économies sur un compte liquide, vendu mon bien, et emménagé dans ce mausolée. Je pensais le faire pour mon fils. Je pensais faire partie de sa famille. Mais mes affaires, balbutiai-je, sentant la faiblesse pathétique de ma position. Mes vêtements, mes photos de Claire, elles sont encore dans la chambre d'amis. Nicole a ri. Ce n'était pas un son agréable. C'était court et sec comme un os qui se brise. Ce fatras.
Elle est passée devant moi jusqu'à la porte du bureau et l'a ouverte en grand, la tenant comme un portier congédiant un mendiant. J'ai déjà appelé une société. Ils viennent demain matin pour débarrasser le désordre. Ils font des ventes de succession, je crois. Ou peut-être qu'ils emmènent tout à la décharge. Quoi qu'il en soit, je m'en débarrasse. Elle m'a regardé, l'expression dure. Je vous suggère de partir avant leur arrivée. Ce serait embarrassant pour vous. Je ne pouvais pas bouger. Elle parlait de ma vie, des vestiges matériels de mes 70 ans, des portraits de ma femme, de mes livres d'ingénieur. Disparu. Tu me jettes dehors, dis-je, les mots ayant un goût de cendre. Le jour même de l'enterrement de mon fils. C'est ma maison maintenant, insista-t-elle, la voix montant. Ma vie, mon argent, et vous n'y êtes pas le bienvenu. La dernière once de sa patience avait disparu. Elle s'est avancée d'un pas décidé, a posé une main parfaitement manucurée sur ma poitrine et a poussé. Ce n'était pas une poussée violente, mais elle était ferme. Une poussée de renvoi total, un homme de 70 ans poussé hors de la maison de son fils. Allez. J'ai reculé en trébuchant hors du bureau et dans le grand hall froid. Nicole se tenait dans l'embrasure de la porte, encadrée par le bois sombre, une reine inspectant son nouveau royaume propre. Elle m'a toisé une dernière fois, son regard rempli d'un mépris presque impressionnant dans sa pureté. « Écoute, le vieux », siffla-t-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur comme si elle partageait un sale secret. « Tu as rempli ta fonction. Tu t'es occupé du garçon malade. Maintenant, tu n'es plus qu'un surplus. Tu n'as plus aucune utilité. » Elle se pencha. « Va crever dans une benne à ordures. » La lourde porte en chêne a claqué. Le son a résonné dans le hall en marbre. Le clic du pêne dormant s'enclenchant fut la ponctuation finale. Je suis resté là, sur le porche, vêtu de mon costume de deuil. Les clés de ma berline vieille de 10 ans étaient dans ma poche. Rien d'autre. Pas de portefeuille, pas de carte de crédit, pas de vêtements de rechange, pas de maison, pas de famille, pas un seul bien à mon nom. L'air du soir provençal commençait à se rafraîchir, mais je ressentais un frisson qui venait de l'intérieur. Je suis resté immobile pendant une minute entière, essayant juste de digérer cette haine brute et pure. J'ai essayé de respirer, mais ma poitrine semblait encastrée dans du béton. Et puis je me suis souvenu. Le souvenir était si clair qu'il a transpercé le choc. Étienne. Il y a 3 semaines, il était allongé dans le lit médicalisé que nous avions installé dans le salon, celui qui donnait sur le jardin. Il était squelettique, sa peau. D'un jaune cireux et pâle. Le cancer avait tout envahi, mais son esprit était encore vif. Il avait attrapé ma main, sa poigne étonnamment forte pour un homme si proche de la fin. « Papa » avait-il murmuré, l'effort le faisant tousser. « Je suis là, fiston » avais-je dit en ajustant son oreiller. « Repose-toi. » « Non » insista-t-il, ses yeux se fixant sur les miens. Une étincelle du vieil Étienne, le génie, le planificateur. « Je suis désolé pour Nicole. »« Ne t'inquiète pas pour ça maintenant » avais-je dit, essayant de le calmer. « Ça n'a pas d'importance. »« Si, ça en a, » râla-t-il. « Tu dois me promettre quelque chose, après mon départ. Des choses vont se passer. Elle va être elle-même. » Il avait eu un rire faible et amer. Elle va être exactement qui elle est. Je n'avais pas compris à l'époque. Je pensais que c'était la morphine, le délire d'un mourant. Papa, promets-moi. Il a serré ma main. Laisse les choses se faire. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, tu ne fais rien. Tu ne réagis pas. Tu ne te bats pas contre elle. Tu laisses juste faire. Promets-le-moi. Je te le promets, Étienne, avais-je dit, juste pour lui donner la paix. Je te le promets. Maintenant, debout sur le porche de pierre froide de la maison que j'avais aidé à concevoir, chassé comme un déchet, j'ai enfin compris. Il savait. Mon garçon savait exactement avec qui il était marié. Il savait exactement ce qu'elle ferait, et il m'avait fait promettre. Mon silence a commencé à ce moment-là. La rage était toujours là, un feu blanc dans mes entrailles. Mais la promesse faite à mon fils mort était un pare-feu. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas une reddition. C'était le début d'un plan. J'ai tourné le dos à la maison, j'ai descendu la longue allée immaculée, je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans un regard en arrière. J'ai conduit pendant 1 heure, peut-être plus. Le soleil a plongé derrière les collines, peignant le ciel de couleurs de violet meurtri et d'orange sanguine. J'ai juste conduit. Les rues familières d'Aix-en-Provence sont devenues un labyrinthe. Je n'avais pas de destination. La réalité de ma situation a commencé à s'imposer. J'ai 70 ans. Je n'ai pas de maison. Mon portefeuille, mes cartes de crédit,
mon chéquier étaient tous dans cette chambre d'amis, dans le fatras que Nicole faisait enlever. J'étais, à toutes fins utiles, sans ressources. Je me suis arrêté dans une station-service, le voyant moteur de ma voiture brillant d'un air moqueur. J'ai fouillé la console et mes poches. J'ai trouvé une poignée de pièces, juste assez pour un appel. Je suis entré sous la lumière grasse et vacillante d'une cabine téléphonique, une relique d'une époque dont je me sentais soudain très proche. J'ai composé le numéro de mémoire. Ça a sonné 4 fois. Ouais. La voix à l'autre bout était rauque, impatiente. « Diane », dis-je. J'ai été surpris d'entendre ma propre voix se briser. « Olivier, mon Dieu, où es-tu ? J'ai essayé ton portable. » Après la cérémonie, je... « Attends 1 minute. Tu as l'air mal en point. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Diane, la meilleure amie de ma défunte femme Claire. Elles étaient comme des sœurs depuis l'université. Quand Claire est décédée, Diane a été la seule à ne pas offrir de platitude. Elle s'est juste pointée avec une bouteille de whisky et s'est assise avec moi en silence. C'est une journaliste à la retraite, pragmatique, affûtée comme une lame, et sans aucune tolérance pour les absurdités. J'ai pris une profonde inspiration. Nicole, elle m'a mis dehors, Diane. Silence de mort à l'autre bout. Je pouvais presque l'entendre traiter l'information. Quoi ? Elle m'a jeté hors de la maison, tout à l'heure, juste après l'enterrement. Elle a dit « Tout est à moi ». Une série de jurons a explosé du récepteur, une tapisserie colorée de mots qui a fait qu'un camionneur à proximité m'a regardé avec admiration. 7. A rugi Diane, et j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je savais que c'était un serpent plaqué or, je l'ai dit à Claire. J'ai dit. Elle s'est interrompue avec un grognement, un lourd soupir. Où es-tu, Olivier ? Donne-moi l'adresse exacte. Je lui ai donné l'intersection. Reste là, a-t-elle commandé. Ne bouge pas d'un poil. J'arrive dans 10 minutes. Elle était là en 8. Sa vieille berline Toyota a crissé jusqu'à un arrêt devant la cabine téléphonique. Elle est sortie, ses cheveux argentés une auréole sauvage sous les lumières de la station-service, a marché droit vers moi et m'a serré dans ses bras. C'était une étreinte solide et vivifiante qui sentait légèrement la térébenthine et le café. « Monte dans la voiture », a-t-elle dit. Son appartement était petit, encombré de livres, de toiles et de projets artistiques à moitié finis, mais il était chaleureux. Il semblait humain. Elle m'a indiqué un fauteuil usé, a disparu dans la cuisine et est revenue avec un grand verre rempli d'un liquide ambré. « Bois ça », a-t-elle ordonné. J'ai pris une gorgée. Le whisky était bon marché et âpre, et il a brûlé une traînée de feu dans ma gorge, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Il a brûlé l'engourdissement froid. Diane s'est assise en face de moi sur une pile de journaux, les bras croisés, les yeux fixés sur moi. « Raconte-moi », dit-elle. Chaque mot. Et je l'ai fait. Je lui ai parlé du chemisier vert, des 68 millions, du fatras dans la chambre d'amis, de la poussée. Et je lui ai dit la dernière phrase, « Va crever dans une benne à ordures ». À chaque mot, le visage de Diane s'assombrissait. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant simplement le sol. « D'accord », a-t-elle finalement dit, sa voix dangereusement calme. « Voilà ce qu'on fait. Demain matin, à la première heure, on appelle un avocat. L'ex-femme de mon neveu, c'est un requin. On va poursuivre cette créature. On va contester le testament. On va te... » « Non, dis-je. Diane s'est arrêtée. « Non. Olivier, es-tu en état de choc ? Tu t'es cogné la tête ? Elle vient de te laisser à la rue. »« Je ne fais rien, dis-je. J'ai été surpris par la fermeté de ma propre voix. « De quoi tu parles ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Étienne, il m'a fait promettre, il y a des semaines. Il savait que ça arriverait. Il la connaissait. Il m'a fait promettre de laisser les choses se faire. Il a dit, « Ne réagis pas, papa. Laisse juste faire. » Diane m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. « Et tu vas la laisser gagner ? Tu vas la laisser cracher sur la mémoire de ton fils ? Prendre tout son héritage après ce qu'elle t'a fait ?» J'ai posé le verre vide sur une pile de livres d'art. Mes mains étaient parfaitement immobiles. « Non, Diane, dis-je. Je ne vais pas la laisser gagner. Mais je vais faire exactement ce qu'Étienne a demandé. Je vais laisser les choses se faire. Je vais attendre. » Elle a secoué la tête, perplexe. « Je ne te comprends pas, Olivier. C'est le moment d'agir. Pas de rester les bras croisés. » J'ai regardé par la petite fenêtre de son appartement les lumières de la ville. « Mon silence n'est pas passif, Diane. Il est actif.
Mon fils était un ingénieur, comme moi. C'était un planificateur brillant et méticuleux. Il n'a pas bâti une entreprise de 68 millions d'euros par accident. Et il ne m'aurait pas fait promettre quelque chose comme ça sans raison. Je me suis retourné vers ma vieille amie. Il m'a dit de ne pas réagir, alors je ne le ferai pas. Je vais attendre. Je vais être parfaitement, dévastateurement silencieux, et je vais la regarder découvrir quelle sorte de structure mon fils a vraiment construite. Je me suis installé dans une routine calme et douloureuse dans l'appartement de Diane. Elle m'a donné sa chambre d'amis, celle remplie de vieilles toiles et de l'odeur de la peinture à l'huile. Je passais mes journées à me promener le long du fleuve, essayant de donner un sens à la nouvelle forme acérée de ma vie. J'étais un fantôme dans ma propre ville. Mais je n'étais pas inactif. J'attendais. Et Diane, que son cœur fougueux et pragmatique soit béni, est devenue mes yeux et mes oreilles. Elle rentrait de ses courses, jetait ses clés dans le bol avec un cliquetis sonore et fonçait vers la cafetière. « Alors » disait-elle en versant 2 tasses. Le cirque bat son plein. Diane, appartenant à une génération qui lisait encore le journal local, mais qui parcourait aussi férocement les réseaux sociaux, était ma connexion à la vie dont j'avais été éjecté. Avec ce qu'elle appelait une « curiosité journalistique », elle avait commencé à suivre Nicole sur Instagram. « Tu ne vas pas croire ça », dit-elle un soir en me tendant son téléphone. Il y avait Nicole posant dans une nouvelle décapotable rouge vif, une voiture de sport. La légende disait « Je commence mon nouveau chapitre ». Hashtag vie de veuve, hashtag béni, hashtag nouveau chapitre. 2 jours plus tard, un autre post, une fête somptueuse à la villa. Des dizaines d'étrangers déambulant dans le jardin de mon fils, des flûtes de champagne à la main. Elle organise une vente de succession, rapporta Diane, sa voix dégoulinant de dégoût. Pas une vente discrète, une véritable vente aux enchères. Mobilier design du milieu du siècle et souvenirs high-tech. Elle vend toute la vie d'Étienne, ses vieux ordinateurs, sa collection de livres d'ingénierie anciens, même les meubles de son bureau. J'ai simplement hoché la tête, sirotant mon café. Les meubles que j'avais aidé à choisir, le bureau où il avait codé la première version de son entreprise. « Tu n'as pas envie de, je ne sais pas, hurler ?» demanda Diane en m'observant. J'ai regardé la photo de Nicole souriant, le bras autour d'un jeune et bel homme. « Non, dis-je, ma voix calme. Elle fait exactement ce qu'Étienne avait prédit. Elle est bruyante. Elle est rapide. Elle fait un spectacle. Elle brûlait l'argent. Ou du moins, elle dépensait comme si les 68 millions d'euros étaient un compte courant liquide. Elle se donnait en spectacle au monde entier, essayant de prouver à quel point elle était riche et libre. Mais je connaissais la vérité. Étienne connaissait la vérité. Tout ce qu'elle avait, c'était du papier, et une maison qu'elle ne comprenait pas. Elle était une actrice signant des autographes sur une scène qui ne lui appartenait pas. Sa nouvelle vie était une performance, et la première facture allait bientôt arriver. Elle ne le savait tout simplement pas encore. L'appel est arrivé un mardi matin. Je revenais d'une promenade et Diane était à son chevalet, un tourbillon de cheveux gris et d'énergie concentrée. Mon téléphone prépayé bon marché, que Diane avait insisté pour m'acheter, a vibré sur le comptoir de la cuisine. Numéro inconnu. J'ai décroché. Allô. Une respiration sèche et impatiente à l'autre bout. Olivier. C'était Nicole. Sa voix n'était pas le ton larmoyant et désespéré que j'avais entendu dans mon imagination. C'était la même voix froide et arrogante qui m'avait dit d'aller crever. « J'ai besoin de la clé », lança-t-elle. Pas de bonjour, pas de préambule. Je suis resté très immobile, regardant le pinceau de Diane se déplacer sur la toile. Je crains de ne pas comprendre. « Ne joue pas à l'idiot avec moi », siffla-t-elle. J'ai retourné cette maison. Le coffre-fort personnel d'Étienne. Le petit, derrière la bibliothèque dans son bureau. Je ne trouve pas la clé. Je sais qu'il te l'a donnée. Ah, alors la performance était terminée. Les fêtes et la voiture de sport ne suffisaient pas. Elle avait besoin de quelque chose de spécifique. Pourquoi penseriez-vous que je l'ai, Nicole? J'ai gardé ma voix parfaitement égale, une ligne calme et plate. Parce que vous étiez son confident. Vous étiez toujours en train de chuchoter. Il vous a probablement dit de la cacher de moi. Il essayait toujours de protéger les choses. Sa voix était empreinte d'un vieux ressentiment. C'était une vieille querelle. « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider, » dis-je. « Écoutez-moi, vieil imbécile. » Sa voix a baissé, perdant son vernis manufacturé pour se transformer en un grognement brut. « Je ne demande pas. Je vous dis que ce coffre contient des documents d'affaires, des choses dont j'ai besoin. Quoi qu'il y ait mis, ça m'appartient maintenant. Je suis l'unique héritière. » Elle avait raison.
Elle était l'héritière de tout. Mon fils s'en était assuré. Et il s'était assuré, que je promettrais de ne pas interférer. Je suis désolé, Nicole, dis-je à nouveau, et j'ai savouré la phrase stérile et vide de sens. Donnez-moi la clé, Olivier. Ou quoi? Vous voulez de l'argent pour ça? C'est ça? Vous essayez de me faire chanter? Je ne sais pas de quoi vous parlez, dis-je. C'était le premier mensonge délibéré et calculé de mon plan. Il est sorti facilement. Il semblait structurel, comme poser une pierre de fondation. Un cri de pure frustration est sorti du téléphone. Vous savez que j'appellerai la police. Je leur dirai que vous avez volé des biens de la succession. J'ai attendu. Le silence de mon côté était, je l'espérais, plus terrifiant que n'importe quelle menace que je pourrais faire. Je n'ai pas ce que vous cherchez, dis-je, puis j'ai raccroché. Diane a cessé de peindre. Elle s'est tournée vers moi, une tache de peinture bleue sur la joue. Eh bien, dit-elle, la petite piranha commence à avoir faim. Non, dis-je en regardant le téléphone. Elle vient de réaliser que l'appât est dans une cage qu'elle ne peut pas ouvrir. Je suis resté là, le plastique bon marché du téléphone froid contre mon oreille. J'ai écouté son grognement, son hypothèse arrogante qu'elle pouvait simplement exiger et que j'obéirais. Je suis désolé, Nicole, dis-je à nouveau, ma voix un mur plat et silencieux. Je crains de ne pas comprendre de quoi vous parlez. C'était le premier mensonge délibéré et calculé de mon plan. Il est sorti facilement. Il semblait structurel, comme poser une pierre de fondation. Ce n'était pas seulement un déni. C'était un mouvement dans un jeu dont elle ne connaissait même pas l'existence. Je ne disais pas seulement que je ne l'avais pas. Je le retenais. Un cri de pure frustration est sorti du téléphone, si fort que Diane a tressailli de l'autre côté de la pièce. Ne me mentez pas, vieil imbécile. Vous savez que j'appellerai la police. C'est ce que vous voulez? Je leur dirai que vous avez volé des biens de la succession. Quelle allure ça aura? Un homme de 70 ans arrêté pour vol. Vous voulez mourir dans une cellule de prison au lieu d'une benne à ordures? J'ai attendu. Le silence de mon côté était, je l'espérais, plus terrifiant que n'importe quelle menace que je pourrais faire. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, leur propre poison. Elle était frénétique. Il ne s'agissait pas de documents d'affaires. Il s'agissait de quelque chose dont elle avait besoin. Je n'ai pas ce que vous cherchez, Nicole, dis-je. Et puis, avant qu'elle ne puisse crier à nouveau, j'ai mis fin à l'appel. Le silence dans l'appartement était lourd. Diane avait cessé de peindre. Elle me regardait simplement. La tête penchée, une tache de peinture bleue sur la joue. Eh bien, dit-elle, sa voix basse. La petite piranha commence à avoir faim. Non, dis-je en regardant le téléphone dans ma main. Elle vient de réaliser que l'appât est dans une cage qu'elle ne peut pas ouvrir. Diane a posé son pinceau et s'est approchée. Elle est si désespérée pour une clé. Qu'y a-t-il dans ce coffre, Olivier? Est-ce de l'argent? Étienne lui a-t-il caché de l'argent liquide? J'ai secoué la tête. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue calme, comprenant enfin le plan complexe de mon fils. Non, ce n'est pas de l'argent. Je me suis tourné vers Diane, la première pièce du véritable puzzle se formant sur mes lèvres. C'est autre chose. C'est un dossier. C'est la seule chose qu'Étienne savait qu'elle mettrait la maison Sens dessus-dessous pour trouver. Et c'est la seule chose qu'il s'est assuré qu'elle ne pourrait jamais, jamais avoir. La menace a persisté dans l'air, lourde et toxique, longtemps après que j'ai mis fin à l'appel. J'appellerai la police. Diane a ricané. Elle bluffe. Que peut-elle leur dire? Le vieil homme que j'ai mis à la porte ne veut pas me donner une clé dont je ne peux pas prouver qu'il la possède. J'ai secoué la tête lentement. Non, elle ne bluffe pas. Elle le fera. C'est une créature d'impulsion et d'agression. Elle fera une scène. Elle les appellera, elle mentira et elle traînera mon nom dans la boue. Et c'était ça, ai-je réalisé, le signal. Le moment pour lequel Étienne m'avait préparé. Mon fils savait que l'arrogance de Nicole n'avait d'égal que son désespoir. Il savait qu'elle finirait par abuser de sa position. Sa menace d'appeler la police n'était pas seulement une attaque. C'était une erreur. C'était la réaction contre laquelle mon fils m'avait mis en garde. Il était temps. Je suis allé à ma petite valise cabossée, celle que Diane avait réussi à récupérer d'un garde-meuble dont j'avais oublié l'existence. Collée sous la doublure usée se trouvait une unique carte de visite impeccable. Ce n'était pas celle de Maître Dubois, l'exécuteur testamentaire public de la succession. Cette carte était différente. Elle appartenait à un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Je n'ai pas appelé l'exécuteur. Maître Dubois était un pion, un homme conçu pour lire le testament simple et direct. J'ai composé le numéro sur la carte,
le numéro que mon fils m'avait donné il y a 6 mois, avec la même urgence calme et intense qu'il avait eue lorsqu'il m'avait fait promettre. Cabinet Lambert et Associés, a répondu une voix sèche. Je dois parler à maître Lambert, dis-je, ma propre voix stable. Je m'appelle Olivier Martin. C'est au sujet du trust d'Étienne Martin. Il y a eu une pause, un léger clic, puis une nouvelle voix, vive et intelligente, est arrivée sur la ligne. Monsieur Martin, j'attendais votre appel. Son cabinet n'était pas dans l'un des gratte-ciel de verre du centre-ville. Il se trouvait dans un vieil immeuble en pierre de taille discret, dans un quartier plus calme d'Aix. La plaque dans le hall était petite, juste Lambert et Associés. Il n'y avait pas d'opulence, pas de grand bureau en acajou dans la salle d'attente, juste une compétence tranquille, coûteuse et discrète. Un instant plus tard, on m'a fait entrer dans un bureau. Maître Lambert n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle avait peut-être 40 ans, des yeux sombres et intelligents et des cheveux tirés en arrière d'une manière sévère mais pratique. Elle portait un tailleur sombre simple et bien coupé. Elle ne ressemblait pas à un requin. Elle ressemblait à une architecte. Elle s'est levée et sa poignée de main était ferme. « Monsieur Martin, veuillez vous asseoir. Je suis heureuse que vous ayez appelé. » Elle n'a pas dit qu'elle était désolée pour ma perte. Elle l'a dit comme une partenaire d'affaires qui savait que la première phase d'un projet était terminée. « Vous m'attendiez, dis-je, énonçant l'évidence. « Oui, dit-elle en s'asseyant. Elle a désigné un dossier sur son bureau. C'était un document épais et relié. Votre fils était l'un des clients les plus méticuleux que j'ai jamais eus. C'était un planificateur brillant. Elle a laissé cela flotter dans l'air. C'était sa confirmation. Je n'étais pas là pour lui raconter mon histoire. Elle la connaissait déjà. Mon esprit est revenu 6 mois en arrière, à un après-midi pluvieux où Étienne était encore Étienne, avant que la maladie ne l'ait vidé. Il m'avait conduit à ce même bâtiment. « Papa », avait-il dit, sa voix sérieuse. « Maître Dubois est l'avocat de mon entreprise. Il s'occupera du testament. C'est la partie publique. C'est pour Nicole. » Il avait tapoté le volant. « Mais tu es ma famille. Et tu dois rencontrer Maître Lambert. Elle s'occupe du trust. C'est la partie privée. C'est pour la structure. » Je me souviens d'être assis dans ce même bureau avec Étienne à mes côtés. Il avait regardé Maître Lambert et dit « Ma femme est une personne du présent. Elle ne planifie pas. Elle consomme. J'ai un père qui a besoin d'être protégé et j'ai un héritage qui doit être sécurisé. Le testament est là-bas. Ceci. » Il avait tapoté le document épais qu'elle préparait. C'est le piège. Maître Lambert avait hoché la tête. C'est un trust testamentaire très spécifique et contraignant, Étienne. Il est construit comme une forteresse, mais il nécessite un partenaire, quelqu'un de patient, quelqu'un qui peut résister à l'assaut initial. Étienne m'avait regardé. Mon père est ingénieur. Il comprend qu'une fondation doit prendre. Il peut être silencieux. Il peut attendre. Maintenant, assis dans ce même fauteuil, je sentais le poids écrasant de cette promesse. Il savait, murmurai-je. Il savait qu'elle me mettrait dehors. Il l'a anticipé, corrigea doucement Maître Lambert. Il a anticipé plusieurs possibilités, mais il connaissait son caractère. Il savait qu'elle vous verrait comme un passif, pas un actif. Il a construit toute cette structure autour de ce seul fait prévisible. Elle se pencha en avant, son expression passant du calme professionnel à quelque chose d'actif. Vous avez fait le plus dur, monsieur Martin. Vous avez enduré l'assaut émotionnel. Vous avez été silencieux. Vous l'avez laissé faire le premier pas. Vous avez honoré le plan. Elle a souri, un sourire fin, vif et intelligent. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, nous suivons le plan. Alors, clarifions la situation, dit Maître Lambert, ses mains reposant calmement sur le dossier épais. Ce que Maître Dubois a lu était la vérité. Le testament est parfaitement légal, valide et blindé. Nicole a bien hérité de tout. J'ai dû avoir l'air confus car elle a précisé. Elle hérite de la villa à Aix et elle hérite de la totalité de la participation d'Étienne dans Martin Analytique des données, qui, à la dernière évaluation du 1er janvier, valait 68 millions d'euros. Elle a laissé cela en suspens. Le testament est le quoi? Le trust testamentaire, ce document ici, est le comment. Et le comment est là où réside la structure. Elle a continué. Votre fils était un ingénieur, monsieur Martin, jusqu'au bout des ongles. Il ne croyait pas aux piles d'argent. Il croyait au système. Il croyait aux murs porteurs et aux tests de résistance. Il savait que Nicole voyait ce chiffre de 68 millions et pensait à un compte en banque qu'elle pourrait vider. Mais ce n'est pas le cas, dis-je, commençant à comprendre.
Ce sont des actions dans une société privée. Exactement, dit Maître Lambert. Ce sont des actions, et le trust testamentaire, qui régit tous ses actifs, a des stipulations très précises. C'était la première partie du plan. C'est pourquoi Nicole était frénétique pour la clé. Elle était allée à la banque en s'attendant à nager dans l'argent liquide et avait trouvé une piscine vide. Elle avait découvert que ces 68 millions d'euros n'étaient que du papier. Cela lui donnait un titre, mais pas d'argent. Maître Lambert m'a regardé, son regard perçant. Cela nous amène au présent. Elle vient de découvrir qu'elle ne peut pas toucher à l'argent, donc elle va chercher la source la plus évidente de liquidité. A-t-elle fait des démarches pour vendre les autres actifs? A-t-elle essayé de liquider la villa? J'ai pensé au rapport de Diane, aux fêtes, à la voiture de sport, aux dépenses frénétiques. Elle se comportait comme une riche, mais elle se vidait de son sang. Oui, dis-je. Une amie à moi. Elle la suit. Nicole essaie de vendre la villa rapidement. Elle a engagé un agent. Immobilier haut de gamme et exige une vente rapide en espèces. Le sourire fin et intelligent de Maître Lambert est revenu. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un ingénieur regardant une machine complexe fonctionner parfaitement. Bien, dit-elle en se penchant en arrière. Laissez-la faire. Laissez-la trouver l'acheteur. Laissez-la aller jusqu'à la table de signature. Elle a fait une pause, et ses prochains mots furent les plus réconfortants que j'ai entendus en 6 mois. Laissez-la courir à toute vitesse droit dans le premier mur. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Maître Lambert l'avait appelé un mur, et il s'est avéré être magnifique. Mon allié Diane, qui semble avoir un réseau d'informateurs dans cette ville qui rivaliserait avec une agence d'espionnage, a eu la nouvelle en premier. Elle est revenue à l'appartement 4 jours après ma rencontre avec Maître Lambert. Un immense sourire triomphant sur le visage. Elle n'a même pas enlevé son manteau avant de commencer à parler. Elle est allée à la banque, annonça Diane en se servant un café. Elle l'a enfin fait. Selon la source de Diane, une amie qui travaille dans la gestion de patrimoine, Nicole avait pris rendez-vous. Elle était entrée dans la banque privée qui gérait les comptes d'Étienne, non pas avec humilité, mais avec l'arrogance totale d'une gagnante du loto. Elle portait une robe neuve, un sac à main qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et elle a exigé de voir le directeur de l'agence. Elle s'est assise, a croisé les jambes et, selon ses propres mots, était prête à consolider ses actifs. Le directeur de la banque, un homme très poli qui connaissait Étienne depuis des années, semblait mal à l'aise. Il a consulté son dossier. Il a regardé son écran. Il s'est raclé la gorge. « Madame Martin, aurait-il dit, je vois que le testament a été exécuté et que vous êtes l'unique bénéficiaire. Félicitations. » Nicole avait simplement souri et tapoté ses ongles chers sur son bureau. « Merci. Maintenant, je voudrais organiser un virement, un gros. Commençons par 5 millions. J'ai des dépenses. » C'est là, a dit Diane, que le directeur est devenu pâle. Il a dû expliquer dans les termes bancaires les plus délicats possibles qu'il ne pouvait pas virer 5 millions d'euros. Il ne pouvait même pas virer 5 000 euros. « Que voulez-vous dire » avait lancé Nicole, son sourire s'évanouissant. « Madame Martin, a dit le pauvre homme, les comptes de votre mari, les comptes de liquidité, ils sont vides. » Il a expliqué qu'Étienne avait systématiquement vidé ses réserves de liquidité au cours des 6 derniers mois. Il ne restait plus rien à transférer. La première réaction de Nicole n'a pas été la colère. C'était la confusion. Vide? C'est impossible. Et les 68 millions d'euros? Le testament disait 68 millions. Le banquier, essayant d'être utile, a souligné que son héritage était des actifs liés à l'entreprise, pas de l'argent liquide. C'était, a-t-il dit, une affaire pour l'exécuteur testamentaire. Nicole, selon l'ami de Diane, avait quitté la banque, non pas enragée, mais dans une panique froide et silencieuse. La première fissure était apparue. Elle avait un titre, une maison et une montagne de papier. Mais elle n'avait pas un seul euro. Les mots polis et inutiles du directeur de la banque ont été le déclencheur. Nicole n'a pas seulement quitté la banque. Elle est passée à l'attaque. Sa prochaine étape n'a pas été de rentrer chez elle pour réfléchir. C'était de trouver quelqu'un à blâmer. Et cette personne était Maître Dubois. Maître Dubois, l'exécuteur, était un homme qui vivait au rythme prévisible et calme des testaments et des successions. Son bureau était un sanctuaire de moquettes beige et du tic-tac silencieux d'une horloge de grand-père. Il n'était pas préparé à l'ouragan qu'était Nicole Martin. Sa secrétaire nous a raconté plus tard. Diane, bien sûr, a obtenu l'histoire que Nicole n'a pas attendue. D'être annoncée. Elle a simplement fait irruption par les portes principales, le visage un masque de rage pâle, et a dépassé l'accueil en hurlant son nom. « Dubois, où êtes-vous »
Elle a ouvert la porte de son bureau privé, le trouvant en train de réviser calmement un dossier. Il a levé les yeux, surpris, par-dessus ses lunettes de lecture. « Madame Martin, je ne vous attendais pas, où est-il » a-t-elle hurlé, claquant son sac à main à 10 000 € sur son bureau ancien, en voyant voler un pot à crayon. « Où est mon argent » Maître Dubois, à son crédit, était une créature d'un professionnalisme absolu. Il avait été briefé par Maître Lambert. Il connaissait son rôle. Il connaissait le scénario. Il a lentement enlevé ses lunettes et a commencé à les polir. « Madame Martin, veuillez vous asseoir. Je crains de ne pas suivre. »« Ne suivez pas » a-t-elle crié, sa voix résonnant dans la pièce calme aux boiseries. « Je sors de la banque. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Vous avez lu le testament. Vous avez dit 68 millions d'euros. Où est-il? L'avez-vous volé? Est-ce que ce vieil homme, mon beau-père, vous a eu ?» Maître Dubois a soupiré, un petit son las. Il a désigné la chaise en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous, Nicole. » Elle est restée debout, vibrant de fureur. Il a calmement pris la copie reliée et épaisse du testament d'Étienne. « Madame Martin, le testament est un document juridique très précis. Je vous l'ai lu, et je maintiens chaque mot. » Il l'a ouvert à une page spécifique et a remis ses lunettes. « Comme je l'ai déclaré, vous héritez, et je cite, de « ma part et participation entière dans la société privée connue sous le nom de Martin Analytique des données SARL. » Je me fiche du jargon juridique, a-t-elle craché. Vous avez dit 68 millions d'euros. Non, a dit Maître Dubois, sa voix calme mais ferme. J'ai dit que vous héritiez de la participation qui était évaluée à 68 millions d'euros le 1er janvier de cette année. C'est un actif, Madame Martin, pas de l'argent liquide. Nicole le dévisagea, la distinction juridique lui passant clairement au-dessus de la tête. Et alors? C'est juste du papier. Ce sont des actions, a-t-il expliqué patiemment. Dans une société privée. Un moment de soulagement a traversé son visage. Bien, des actions. Alors vendez-les. Je veux l'argent. 68 millions d'euros. Vendez les actions. Mettez l'argent sur mon compte. C'est simple. Elle a croisé les bras comme si l'affaire était réglée. Maître Dubois a baissé les yeux sur le testament, puis l'a regardé. Je crains de ne pas pouvoir faire ça. Que voulez-vous dire, vous ne pouvez pas. En tant qu'exécuteur, je ne peux que vous transférer les actifs, ce que j'ai fait. Vous êtes maintenant la propriétaire légale de ces actions, mais je ne peux pas les liquider pour vous. Alors je les vendrai. Qui dois-je appeler? Un courtier? Donnez-moi le numéro. Maître Dubois a secoué la tête, un léger sourire presque triste sur les lèvres. C'est une société privée, Madame Martin. Elle n'est pas cotée en bourse. Vous ne pouvez pas simplement la vendre. Il a laissé cela s'imprégner. Il a vu la panique fulgurer dans ses yeux. Puis, comment puis-je obtenir mon argent? A-t-elle demandé, sa voix dangereusement basse. Eh bien, a-t-il dit. Dans une situation comme celle-ci, une vente privée devrait être approuvée. Approuvée par qui? Selon les statuts de la société que votre mari a rédigée et signée lui-même, aucune vente ou transfert d'actions fondatrices ne peut être exécutée sans l'approbation écrite unanime du conseil d'administration. Nicole a ricané, une lueur de son ancienne arrogance revenant. Le conseil, très bien. C'est qui? Une bande de vieux copains de fac d'Étienne? Mettez-les au téléphone. Je vais les convaincre. Maître Dubois a joint ses doigts. Il a regardé un autre dossier sur son bureau, un que Maître Lambert lui avait fourni ce matin-là. Eh bien, c'est la partie intéressante. Depuis que votre mari était l'actionnaire principal et membre du conseil, et depuis son décès, le conseil s'est, selon ses propres statuts, consolidé. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle lancé? Cela signifie, a dit Dubois en la regardant droit dans les yeux, qu'il n'y a actuellement qu'un seul membre fondateur du conseil restant. Cette personne, en tant que dernier fondateur, détient un pouvoir de veto complet et total sur toute vente, toute liquidation ou tout changement dans la structure financière de l'entreprise. Nicole se penchait sur son bureau. Qui est-ce? Maître Dubois a baissé les yeux sur le papier, bien qu'il connaisse déjà le nom. C'est votre beau-père, Madame Martin. Il a fait une pause. Monsieur Olivier Martin. Le silence dans la pièce était absolu. Le visage de Nicole est passé du rouge au blanc maladif. Un instant, on aurait dit qu'elle allait être malade. Toutes les pièces se connectaient dans sa tête. La clé du coffre. Son silence exaspérant et calme. Tout était un plan. Elle était piégée. Elle a reculé du bureau. Un bruit étrange et étranglé dans sa gorge.
Elle a regardé Dubois comme s'il était le diable en personne. Puis la panique a été remplacée par une rage pure et brute. « Très bien », a-t-elle crié en attrapant son sac sur son bureau. « Très bien. Vous vous croyez si malin. Vous et ce vieux rien du tout. Vous pouvez jouer à vos petits jeux. Vous pouvez garder votre stupide papier sans valeur. Je n'en ai pas besoin. » Elle était à mi-chemin de la porte. Une femme acculée et déchaînée. « J'ai toujours la villa », a-t-elle crié en se retournant pour pointer un doigt tremblant vers lui. Et elle vaut 20 millions d'euros, nette de toute dette. Et il n'y a aucun conseil qui puisse m'empêcher de la vendre. Je la vends demain, et vous et ce vieil homme, vous pouvez aller au diable. Elle a claqué la porte si fort que l'horloge de grand-père a carillonné en signe de protestation. Maître Dubois est resté assis dans le silence soudain. Il a pris son stylo, a fait une petite coche sur son bloc-notes et est retourné à son dossier. Le premier mur avait tenu parfaitement. Nicole n'est pas simplement sortie du bureau de Maître Dubois. Elle en a explosé. C'était une femme possédée, alimentée par une rage pure et blanche. Cette villa de 20 millions d'euros n'était plus seulement un actif pour elle. C'était sa preuve. C'était sa victoire, sa vengeance contre moi, contre Maître Dubois et contre le fantôme de mon fils. Elle en avait fini avec le papier et les règles. Elle voulait de l'argent, et elle le voulait maintenant. Elle n'a pas seulement appelé un agent immobilier. Elle a appelé l'agent le plus cher et le plus agressif d'Aix-en-Provence. Le genre que l'on voit dans les émissions de télé-réalité, qui porte des costumes élégants et promet des résultats impossibles. Diane, mon alliée toujours vigilante, a rapporté que l'Instagram de l'agent était soudainement rempli d'aperçus d'un chef-d'œuvre aixois unique et époustouflant. La seule instruction de Nicole à l'agent était simple et désespérée. Je me fiche du meilleur prix. Je me soucie du prix le plus rapide. Je veux un acheteur au comptant et je veux que ce soit fait en 10 jours. Bien sûr qu'elle le voulait. Elle perdait de l'argent. L'entretien de cette villa, les impôts fonciers, les nettoyeurs de piscine, l'aménagement paysager, l'électricité pour une maison de 1000 mètres carrés étaient astronomiques. Les cartes de crédit qu'elle utilisait pour financer sa nouvelle vie de veuve bénie criaient au scandale, atteignant leurs limites. Elle ne vendait pas seulement, elle fuyait. Et dans un marché immobilier en plein essor comme celui d'Aix, de l'argent rapide pour une propriété de prestige n'était pas difficile à trouver. En une semaine, seulement 7 jours, l'agent surpuissant avait accompli un miracle. Un acheteur au comptant de Paris cherchant à déménager était accroché. Ils ont signé les papiers initiaux, ont renoncé à la plupart des inspections pour accélérer les choses, et une date de clôture a été fixée. Nicole, m'a dit Diane, était extatique. Elle était insupportable. Elle a organisé une autre fête, une célébration de pré-clôture. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle avait trouvé la faille. Elle avait battu les jeux stupides et compliqués d'Étienne. Elle planifiait déjà son déménagement sur une plage en Europe. Elle avait, dans son esprit, enfin et complètement gagné. Elle n'avait aucune idée. Elle était une mouche bourdonnant triomphalement quelques instants avant de heurter la vitre. La vérification finale du titre de propriété, la dernière étape ennuyeuse et routinière avant la clôture, était sur le point de commencer. Et c'est là qu'Étienne avait posé son dernier mur porteur, le plus brillant. La vente devait être finalisée un vendredi. Nicole, selon les réseaux sociaux triomphants de son agent, faisait déjà ses cartons. Elle était, à toutes fins utiles, une multimillionnaire dans son propre esprit. L'argent était comme s'il était déjà sur son compte. La signature était prévue à 14 heures chez un notaire prestigieux du centre-ville. Les acheteurs étaient là avec leur agent. Nicole était là avec le sien, portant un tailleur blanc comme si elle était la mariée à un mariage. Elle était tout sourire, tapotant son stylo, prête à signer les papiers qui la libéreraient. C'est la partie de toute transaction immobilière qui est, par conception, ennuyeuse. On l'appelle la diligence raisonnable. C'est la partie que Nicole, dans sa hâte, avait essayé de sauter, mais les acheteurs, étant riches et intelligents, ne l'avaient pas fait. Leurs avocats et le notaire garantissant la transaction devaient faire une dernière vérification de routine, une recherche de titre de propriété. Une simple vérification informatisée pour s'assurer que la propriété était libre de toute charge. Ils étaient tous assis à la longue table de conférence polie. Le notaire, un homme neutre dans un costume fade, brassait les derniers papiers. Le chèque de 20 millions d'euros était là, un chèque de banque attendant d'être remis. Le téléphone du notaire a vibré. Il l'a regardé, agacé par l'interruption. Il a répondu « Maître Durand, pour la vente Martin ». Il est devenu silencieux. Son visage, qui avait été ennuyé, est soudainement devenu intéressé. Il a dit « Je suis désolé. Pouvez-vous répéter ? Vous avez vérifié 2 fois. » Il a écouté à nouveau.
Oui, oui, je le vois maintenant. Ça a été enregistré il y a 4 mois. Mes excuses. J'informerai les parties. Il a raccroché. Il avait l'air mal à l'aise. Y a-t-il un problème? A demandé l'avocat des acheteurs, ses sens en éveil. Un petit, a dit le notaire en se tournant vers son ordinateur. Il a tapé. Et c'était là. Ah, il semble qu'il y ait une hypothèque sur la propriété. Nicolas rit. Une hypothèque? Quoi? Une facture d'eau impayée? Payez-la et continuons. Le notaire a secoué la tête, sans la regarder. Il lisait l'écran, les yeux écarquillés. Non, madame, pas une facture d'eau. Qu'est-ce que c'est, maître? A exigé l'avocat des acheteurs. C'est un enregistrement de nantissement, a dit le notaire, sa voix maintenant prudente. Une reconnaissance de dette garantie. La maison, la propriété elle-même, a été utilisée comme garantie pour un prêt privé. Le sourire de Nicole s'est figé. Un prêt? Quel prêt? Étienne n'avait pas de prêt. Celui-ci a été enregistré il y a 4 mois, a dit le notaire en lisant. Juste avant, juste avant son décès. De combien? A demandé l'avocat des acheteurs, son stylo déjà de retour dans sa poche. Cette affaire était morte. Le notaire a dégluti. 15 millions d'euros. La pièce est devenue silencieuse. L'agent des acheteurs a laissé échapper un sifflement bas. Nicole avait l'air d'avoir reçu une balle. 15 millions, a-t-elle murmuré. C'est exact, a dit le notaire. Le prêt est garanti par la propriété. Nous ne pouvons pas transférer un titre de propriété clair. Le prêt et ses intérêts courus devraient être payés en totalité avant la vente. L'avocat des acheteurs s'est levé, rassemblant ses papiers. Cette vente est annulée. Attendez, a crié Nicole, sa voix se brisant. Qui? De qui vient le prêt? Quelle banque? Le notaire a regardé son écran une dernière fois, plissant les yeux sur le nom du créancier garanti. Ce n'est pas une banque, madame, a-t-il dit. Il a levé les yeux et j'imagine qu'il a ressenti une petite pointe de pitié. Le créancier hypothécaire, la personne à qui les 15 millions d'euros sont dus, est un certain monsieur Olivier Martin. L'appel n'est pas venu de Diane cette fois. Il est venu de Maître Lambert. Sa voix était calme, professionnelle et absolument dévastatrice. Monsieur Martin, dit-elle, comme prévu, la signature pour la villa n'a pas eu lieu. La vérification du titre de propriété a identifié l'hypothèque de 15 millions d'euros. Les acheteurs ont officiellement retiré leur offre. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis dans le calme de l'appartement de Diane. J'ai imaginé la scène chez ce notaire, les acheteurs en colère et contrariés, les agents immobiliers regardant leur commission s'évaporer, et Nicole. J'ai imaginé Nicole vêtue de son tailleur de victoire, son visage figé d'incrédulité alors que sa porte de sortie à 20 millions d'euros se refermait et se verrouillait, avec elle du mauvais côté. Pour la première fois, je me suis permis d'analyser sa situation, non pas en tant que victime, mais en tant qu'ingénieur. J'ai examiné la structure de sa nouvelle vie, et j'ai vu avec une précision clinique que c'était un échec catastrophique. Ses actifs étaient un mirage. Actif 1, 68 millions d'euros en actions. C'était sa montagne d'or, mais elle était enfermée dans un coffre-fort. Et moi, l'homme à qui elle avait dit d'aller crever dans une benne à ordures, j'étais le seul à avoir la clé. C'était sans valeur pour elle. Cela ne générait aucun revenu. Ce n'était que du papier. Actif 2, la villa de 20 millions d'euros. C'était son plan d'évasion, son argent liquide. Mais mon fils, avec les conseils de Maître Lambert, l'avait transformé en cage. En garantissant un prêt de 15 millions d'euros contre elle, un prêt représentant mes économies de toute une vie, l'argent de la maison que j'avais vendue pour prendre soin de lui, Étienne avait transformé son plus grand atout en son plus grand passif. Elle ne pouvait pas la vendre. Personne n'achèterait une propriété avec un point d'interrogation de 15 millions d'euros attaché. Elle était piégée. Mais c'était pire que ça. Elle était piégée dedans. Elle devait encore payer pour cela. La taxe foncière sur une propriété de 20 millions d'euros à Aix-en-Provence s'élèverait à des centaines de milliers d'euros par an. L'aménagement paysager, la piscine, l'électricité, l'assurance. Le coût mensuel pour simplement exister dans cette maison était plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Et comment payait-elle pour cela? Comment payait-elle la nouvelle voiture de sport, les fêtes, les vêtements de marque? Avec des cartes de crédit. Elle finançait un style de vie de multimillionnaire avec du plastique. Les factures devaient arriver, les intérêts s'accumuler, les limites être atteintes. J'ai fait le calcul dans ma tête. Pas de flux de trésorerie, des passifs massifs et ingérables, et zéro actif liquide. Elle n'était pas seulement en difficulté.
Elle était insolvable. Elle était en chute libre financière, accélérant vers un sol en béton. Elle était passée de la panique à la terreur. Elle était à ce moment précis un animal acculé, réalisant que les murs se refermaient et que la seule issue était bloquée par le fantôme de son mari et la présence calme et patiente de son père. Il a fallu 2 jours entiers. 2 jours de silence. Je savais qu'elle s'agitait, appelant ses propres avocats, hurlant sur le notaire, l'agent immobilier, probablement même sur Maître Dubois à nouveau. Je savais qu'elle arpentait les sols de cette prison de 20 millions d'euros, les factures de cartes de crédit s'empilant sur le comptoir de la cuisine, la terreur pure et suffocante de sa situation s'installant enfin. J'étais à la table de la cuisine de Diane, lisant un livre sur la conception de ponts, quand mon téléphone bon marché a vibré. Le même numéro inconnu. Je l'ai laissé vibrer une 2e fois, une 3e. Puis je l'ai calmement décroché. Allô? Il n'y a pas eu de son au début, juste une inspiration tremblante et rauque. Un son si étranger que j'ai failli ne pas le reconnaître. C'était le son d'une personne qui a pleuré intensément pendant très longtemps. Olivier. La voix n'était pas celle de Nicole, pas la Nicole que je connaissais. La femme vive, arrogante et glaciale avait disparu. Cette voix était une épave. Elle était mince, larmoyante et brisée. C'était la voix d'un enfant, un enfant terrifié. Olivier, s'il te plaît. Elle s'est étranglée sur le mot. Un sanglot, humide et laid, a éclaté d'elle. Je n'ai rien dit. J'ai juste tenu le téléphone à mon oreille, ma posture inchangée. J'ai regardé le diagramme d'un pont en treillis, appréciant sa solidité. Olivier, j'étais à la signature, balbutia-t-elle, les mots sortant en cascade entre les sanglots. Il y avait un papier, une hypothèque. Olivier, ils ont dit 15 millions d'euros. Elle pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Je ne comprends pas ce qui se passe. Étienne n'avait pas de prêt. Je le saurais. C'est une erreur, n'est-ce pas? Ça doit être une erreur. Je suis resté silencieux. J'ai laissé sa terreur remplir l'espace. Je l'ai laissé se tordre, suspendu au vent de sa propre panique. Je vais tout perdre, gémit elle, sa voix montant en hystérie. La maison, elle, l'argent, toutes les cartes. Elles sont refusées, Olivier. Elles sont toutes refusées. Je n'ai rien. Elle a pris une autre inspiration haletante et sa voix est tombée à un murmure désespéré et terrifié. Le murmure de quelqu'un qui comprend enfin, qui a vu le visage du monstre dans le noir et réalise que c'est le sien. Ils ont dit chez le notaire, ils ont dit le nom, la personne qui détient la créance. Elle pleurait, complètement brisée. Olivier, ils ont dit que c'était toi. Elle a laissé échapper un son qui était à moitié un cri, à moitié une supplique. Olivier, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est une erreur. Je vais m'excuser. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais bouleversé. J'étais en deuil. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, Olivier, tu dois m'aider. Tu es le seul. S'il te plaît, arrange ça. Tu peux signer un papier, n'est-ce pas? Tu peux le faire disparaître. J'ai laissé ces mots désespérés, frénétiques et mensongers flotter dans l'air pendant un long, parfait, silence structurel. Je l'ai laissé sentir tout le poids de son impuissance. Je l'ai laissé comprendre qu'elle était complètement et totalement à ma merci. Et puis j'ai parlé. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas triomphante. Elle n'était pas triste. Elle était froide. C'était la voix d'un ingénieur énonçant des faits. La voix d'un homme donnant des instructions. Le bureau de Maître Lambert, dis-je. Elle a cessé de pleurer, un hoquet soudain et confus dans sa respiration. Quoi? Le bureau de Maître Lambert, mon avocate. 10 heures demain matin. Olivier, ne peux-tu pas juste. 10 heures, ai-je répété, ma voix coupant court à son bégaiement. J'ai fait une pause, puis j'ai porté le coup final, dévastateur et magnifique. La phrase qui a tout changé. La phrase qui lui a dit sans équivoque que sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée et que j'étais maintenant aux commandes. Et Nicole, dis-je, ma voix aussi froide et claire que la glace. Amenez votre avocat. J'ai mis fin à l'appel. Nous étions là les premiers. La salle de conférence du cabinet Lambert et Associés était une étude de pouvoir tranquille. Pas de vue panoramique sur la ville, juste une longue table en bois sombre et polie, 12 chaises en cuir à haut dossier et des murs insonorisés. C'était une pièce conçue pour la stratégie, pas pour le spectacle. Je me suis assis d'un côté de la table, un simple verre d'eau devant moi. Maître Lambert s'est assis en bout de table, non pas avec mon dossier, mais avec un nouveau, beaucoup plus mince.
Nous étions calmes. Nous étions prêts. Nous l'étions depuis 6 mois. À 10h02, la porte s'est ouverte. Nicole a fait irruption comme si elle était propulsée par un vent violent. C'était une épave. Ce n'était pas la femme impeccable et froide de l'enterrement. Ses cheveux étaient filandreux, attachés en un chignon désordonné. Son chemisier en soie coûteux était froissé, et ses yeux étaient rouges et gonflés. Son visage était bouffi par 2 jours consécutifs de pleurs. Elle avait l'air hantée. Derrière elle se traînait un homme que je n'ai pas reconnu. C'était un jeune avocat à l'air nerveux, agrippant une mallette comme une bouée de sauvetage. Il semblait complètement dépassé, son costume bon marché contrastant vivement avec l'armure sur mesure de Maître Lambert. Ce n'était pas un avocat de premier plan. C'était la première personne qu'elle avait pu trouver qui accepterait son cas, probablement payé avec une carte de crédit qui était maintenant très probablement refusée. Ils se sont assis en face de moi. Le silence dans la pièce était lourd, rompu seulement par la respiration rauque de Nicole. Son avocat s'est raclé la gorge, brassant ses papiers. Maître Lambert, Monsieur Martin, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la prétendue hypothèque sur la propriété Martin. Ma cliente, Madame Martin, pense qu'il y a eu un malentendu important. Maître Lambert ne l'a même pas regardé. Son regard était fixé sur Nicole. Nicole n'avait pas de temps pour le scénario pathétique de son avocat. Elle n'était pas là pour un débat juridique. Elle était là pour supplier. Ses yeux, rouges et gonflés, se sont fixés sur les miens. Le mince vernis de sa colère avait disparu. Son arrogance s'était brisée. Tout ce qui restait était une terreur brute et primale. « Olivier » a-t-elle murmuré. Sa voix s'est brisée et les larmes qu'elle avait combattues ont simplement coulé. Son visage s'est effondré. « Olivier, Elle a mis son visage dans ses mains, ses épaules secouées par les mêmes sanglots laids et saccadés que j'avais entendus au téléphone. Je suis tellement désolé. Son avocat l'a regardé, puis nous a regardés, complètement perdus. Je sais, balbutia-t-elle en levant les yeux. Du mascara maculé sous ses yeux. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai fait. J'étais en deuil, Olivier. J'étais si en colère. Si en colère à propos d'Étienne. Et je me suis défoulé sur toi. Je ne le pensais pas. Je jure que je ne pensais rien de tout ça. Elle divaguait, les mots sortant en cascade. Je lui ai dit, dit-elle en faisant un geste sauvage vers son propre avocat. Je lui ai dit que nous ne sommes pas ici pour nous battre. Nous sommes juste ici pour arranger ça. Elle se pencha en avant, les paumes à plat sur le bois sombre et poli. Ses yeux étaient désespérés, suppliants, cherchant sur mon visage le moindre signe du vieil Olivier passif. Olivier, s'il te plaît. Je t'en supplie, à genoux. Je sais que j'ai eu tort. Je suis tellement désolé. Je suis désolé de t'avoir dit de partir. Je suis désolé pour tout. L'excuse était aussi vide que son compte en banque, mais son désespoir était réel. Mais ce prêt, dit-elle, sa voix baissant. C'est juste une erreur, n'est-ce pas? C'est juste une formalité juridique qu'Étienne a mise en place pour les impôts, quelque chose que vous aviez prévu pour l'entreprise. Elle cherchait n'importe quelle paille, n'importe quelle explication alternative à laquelle se raccrocher. S'il te plaît, Olivier, murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. C'est la maison d'Étienne. Sa maison. Tu l'aimais. Je sais que oui. Tu ne peux pas les laisser la prendre. Tu ne peux pas me laisser la perdre. Il n'aurait pas voulu ça. Ça le tuerait une deuxième fois. L'hypocrisie était si épaisse que je pouvais presque la goûter. Tu peux arranger ça, dit-elle, sa voix enfantine. Tu es le créancier hypothécaire. C'est ce qu'ils ont dit. Ça veut juste dire que tu es en charge, n'est-ce pas? Tu peux signer un papier. Tu peux l'effacer. Le pardonner. S'il te plaît, Olivier, pour la mémoire d'Étienne. S'il te plaît, fais-le disparaître. Elle était à bout de souffle, tout son avenir suspendu à ma réponse. Je ferai n'importe quoi, sanglota-t-elle. Je te laisserai revenir. On peut la partager. Je te donnerai la moitié. Juste aide-moi. S'il te plaît, Olivier, aide-moi. Elle a terminé, sa supplique flottant dans la pièce insonorisée, et m'a regardé, une femme qui se noie, implorant une bouée de sauvetage. J'ai laissé ces mots désespérés, frénétiques et mensongers flotter dans l'air pendant un long, parfait, silence structurel. Je l'ai laissé sentir tout le poids de son impuissance. Je l'ai laissé comprendre qu'elle était complètement et totalement à ma merci.
Son avocat, voyant son désespoir, a tenté d'intervenir. Ma cliente est clairement très bouleversée, mais elle est prête à. Il a été interrompu, non pas par moi, mais par Maître Lambert. Soyons très clairs sur ce qui se passe ici. La voix de Maître Lambert n'était pas forte, mais elle a tranché la pièce, coupant les sanglots de Nicole comme un interrupteur. C'était la voix d'un chirurgien, précise, froide et totalement en contrôle. La tête de Nicole s'est relevée d'un coup, les yeux écarquillés. « Vous êtes ici », a continué Maître Lambert en regardant directement Nicole, suppliant M. Martin d'effacer une erreur. Elle a secoué la tête une fois, un petit geste sec. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de « il ». Comme vous l'avez souligné, il n'y a que lui. Elle a fait un geste vers moi, mais n'a jamais rompu son regard avec Nicole. Vous semblez être sous l'impression que c'est une négociation. Ce n'est pas le cas. Vous êtes ici pour une explication, et vous allez écouter. L'avocat de Nicole a balbutié. « Attendez une minute, ma cliente. Vous allez vous taire, » a dit Maître Lambert, sa voix baissant d'un ton. « Ou votre cliente peut affronter cela seule. À vous de choisir. » Il a fermé la bouche. « Bien, » a dit Maître Lambert. Elle a ouvert le mince dossier devant elle. « Parlons du prêt. Vous avez raison. Il y a 4 mois, une hypothèque de 15 millions d'euros a été placée sur la villa. Vous avez également raison de dire qu'Étienne n'avait pas de prêt bancaire. Il était bien trop intelligent pour ça. » Elle m'a regardé, puis s'est retournée vers Nicole. Il y a 4 mois, Étienne savait que son temps était compté. Il savait aussi que son entreprise, Martin Analytique des données, avait besoin d'une dernière injection de capital critique pour sécuriser sa plateforme de nouvelle génération, une injection de 15 millions d'euros. Il aurait pu vendre des actions, a lâché l'avocat de Nicole, essayant de paraître intelligent. Il aurait pu, a convenu. Maître Lambert, mais il ne voulait pas diluer l'entreprise. Il ne voulait pas de partenaires extérieurs. Il avait besoin d'un prêt, un prêt privé, de quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Elle a fait une pause, et son regard, pour la première fois, s'est adouci en me regardant. Alors il est allé voir son père. Maître Lambert a de nouveau regardé Nicole, sa voix maintenant une arme clinique et dévastatrice. Il est allé voir Olivier. Et Olivier, comme vous le savez, venait de vendre sa maison à Lyon à la demande d'Étienne pour venir s'occuper de lui. Il avait également liquidé toutes les économies de sa vie. Toute sa valeur nette, entièrement. 15 millions d'euros, au centime près. J'ai regardé le visage de Nicole pendant qu'elle assimilait cela. Le sang l'a quitté. Ma cliente n'était pas au courant de cet arrangement familial, a dit faiblement l'avocat. Ce n'était pas un arrangement familial, a lancé Maître Lambert. C'était une transaction commerciale, une transaction méticuleusement documentée, blindée et entièrement légale. Elle a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Voici la reconnaissance de dette. Olivier Martin, le prêteur. Martin Analytique des données, l'emprunteur. Un prêt de 15 millions d'euros. Mais la maison, a murmuré Nicole, le mot s'étranglant dans sa gorge. Exactement, a dit Maître Lambert. L'entreprise avait besoin du prêt. Mais Olivier avait besoin d'une garantie. C'est un ingénieur, après tout. Il ne prend pas de risques insensés. Alors Étienne, en sa qualité d'unique propriétaire de la villa, a personnellement garanti le prêt. Il a utilisé son seul actif personnel important, la maison dans laquelle vous vivez actuellement, comme garantie. L'avocat de Nicole secouait la tête. C'est inadmissible. Ceci, a dit Maître Lambert, est un contrat. Et les contrats ont des termes. Et Étienne, étant un planificateur méticuleux, était très spécifique sur les termes. C'était ça, le dernier tour de clé. Ce n'était pas un prêt immobilier sur 30 ans, a continué Maître Lambert, sa voix calme. C'était une reconnaissance de dette garantie à court terme avec une date d'échéance très spécifique. Le prêt, la totalité des 15 millions d'euros plus les intérêts courus, devenait exigible, et je cite, 60 jours suivant la date de mon décès. J'ai regardé les yeux de Nicole essayer de faire le calcul. Je pouvais voir la panique alors qu'elle comptait les jours depuis l'enterrement. Maître Lambert lui a épargné la peine. Étienne est décédé il y a 61 jours. Le prêt est devenu exigible hier, ce qui signifie, a dit Maître Lambert en fermant le dossier, qu'à partir de minuit ce matin, ce prêt est officiellement en défaut. L'avocat de Nicole s'est levé, sa voix se brisant. Donc vous allez poursuivre l'entreprise pour l'argent? Ma cliente, elle contrôle les actions. Maître Lambert a souri, le sourire fin, intelligent et terrifiant d'une architecte regardant son chef-d'œuvre dévoilé.
Non, cher confrère, a-t-elle dit. Nous n'allons pas le faire. Pourquoi nous embêterions-nous avec les actions? Nous avons la garantie. Elle s'est levée. Monsieur Olivier Martin, a-t-elle annoncé, n'est pas ici aujourd'hui en tant que père en deuil que vous pouvez manipuler. Il n'est pas ici pour effacer un prêt ou pardonner une dette. Elle a posé ses mains à plat sur la table, son regard clouant Nicole à sa chaise. Il est ici aujourd'hui en tant que créancier garanti. Maître Lambert a fait une pause, laissant les mots remplir la pièce, laissant la vérité finale, dévastatrice et magnifique, atterrir. Il est ici pour saisir la garantie. Il est ici, a-t-elle terminé, pour prendre la maison. La pièce était totalement silencieuse, à l'exception de la respiration rauque et superficielle de Nicole. Son avocat, le jeune homme qui était entré si nerveusement, était maintenant d'une pâleur de craie. Il fixait Maître Lambert comme si elle venait de se faire pousser une deuxième tête. Un piège, balbutia-t-il, son attitude professionnelle complètement disparue. C'est un coup monté. C'est une conspiration pour escroquer ma cliente. C'est un contrat, a corrigé Maître Lambert, sa voix comme une lame d'acier. Vous ne pouvez pas faire ça, a finalement hurlé Nicole, retrouvant sa voix. Les larmes avaient disparu, remplacées par une fureur sauvage d'animal acculé. Le testament. Le testament disait que je recevais la maison. Maître Dubois, il l'a lu. Il a dit qu'elle était à moi. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. C'est illégal. Vous m'avez trompé. C'est un. Elle ne pouvait même pas former le mot. Un piège. Son esprit court-circuitait. Étienne me l'a donné. À ce moment-là, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, j'ai parlé. Ma voix n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. C'était la voix calme et mesurée d'un ingénieur qui venait d'inspecter un pont et de trouver une faille fatale. Le testament est réel, Nicole. Elle s'est arrêtée. Sa bouche est restée ouverte. Tout le monde dans la pièce me regardait. J'avais été une statue silencieuse jusqu'à ce moment. Je me suis penché en avant, mes mains reposant sur la table sombre et polie. J'ai regardé directement dans ses yeux rouges dégonflés. Étienne t'a tout donné, ai-je continué, ma voix calme. Il t'a donné le titre. Il t'a donné les actions. Il t'a donné la maison. C'était un homme bon et il voulait, même à la fin, croire que tu étais une bonne personne. Il t'a laissé une entreprise de 68 millions d'euros et une maison de 20 millions. Il a rempli sa part en tant que mari. Son avocat a commencé à marmonner quelque chose, mais j'ai levé la main et il s'est tu. Mais Étienne me connaissait aussi, dis-je, ma voix baissant. Il connaissait son père. Il savait que pendant 6 mois, j'avais dormi sur un lit de camp dans son salon. Il savait que j'avais vendu ma propre maison, la maison que j'avais partagée avec sa mère, pour être là pour lui. Il savait que j'avais liquidé toutes les économies de ma vie pour aider son entreprise. Il savait que j'étais un ingénieur et que je ne le quitterais jamais. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Et il aussi, il te connaissait, Nicole. Il savait que dès qu'il serait parti, tu me verrais comme, quel était ton mot? Un surplus. Il savait que tu me jetterais dehors. Il savait que tu me dirais d'aller crever dans une benne à ordures. Il savait que tu essaierais de vendre son héritage, son travail, sa maison, pièce par pièce, aussi vite que possible. Elle secouait la tête en murmurant « Non, non, non ». Alors lui et moi, nous avons conçu une structure, dis-je. Un test final, un problème d'ingénierie. Il t'a donné la maison, oui, mais il m'a donné l'hypothèque et il m'a donné sa parole sur son lit de mort. Je me suis penché et ma voix était le seul son dans l'univers. Le plan était simple. Si tu avais été humaine, Nicole, si tu m'avais montré une once de décence, si tu avais dit « Olivier, pleurons-le ensemble. Reste dans la maison. C'est aussi ta maison. » Mes instructions de la part de Maître Lambert étaient de prolonger ce prêt de 15 millions d'euros indéfiniment. Pour 20, 30, 50 ans. La maison aurait été à toi, libre de toute charge, pour y vivre, pour en profiter. C'était un test de ton caractère. Je l'ai regardé, mon visage aussi dur que le béton que je coulais autrefois. Et toi, tu as échoué. Le silence qui a suivi était absolu. L'avocat, le jeune homme, restait figé, sa mallette ouverte, oubliée. Il était témoin d'un homicide et il ne savait pas comment l'arrêter. Puis Maître Lambert, qui avait écouté avec un sourire calme et appréciateur, s'est penché en arrière dans son fauteuil. Elle a regardé l'avocat avec une quasi-pitié. Maître Dubois a lu le testament très attentivement, dit-elle, sa voix légère, presque conversationnelle. Il a fait son travail à la lettre. Il a dit à votre cliente,
dit-elle en désignant Nicole, qu'elle hériterait de la villa et de 68 millions d'euros en actions. Elle a souri. Il n'a jamais dit libre de toute charge. Il n'a jamais mentionné non grevé. Il n'a jamais dit sans aucune autre obligation légale. Maître Lambert a joint ses doigts, ses yeux brillants d'une satisfaction professionnelle terrifiante. La dernière pique, la phrase du tout début. Dites-moi, cher confrère, est-ce que vous ou votre cliente avez jamais pris la peine d'écouter attentivement ce qui n'était pas dit? C'était le coup de grâce, la dernière poutre de soutien. L'avocat de Nicole n'avait pas de réponse. Il s'est juste dégonflé. Mais Nicole, dont les yeux avaient été rivés alternativement sur moi et sur Maître Lambert, est soudainement devenue vide. La fureur, la terreur, le désespoir. Tout a disparu, remplacé par un néant plat et terrifiant. Son esprit avait fait les calculs. Il avait vu le piège, le contrat, le test, l'échec, et il s'était finalement, irrévocablement, éteint. Elle a fait un petit son haut, une minuscule bouffée d'air. Son corps, qui avait été rigide de tension, est soudainement devenu mou. Sa tête a basculé sur le côté, et avec un bruit sourd et peu gracieux, Nicole Martin s'est évanouie, glissant de côté de son fauteuil en cuir à haut dossier et s'effondrant en un tas inconscient sur le sol de la salle de conférence. Il n'y a eu aucune précipitation. Son avocat, le jeune homme effrayé, la fixait simplement, ne sachant que faire. L'assistante de Maître Lambert est entrée tranquillement, a placé un verre d'eau sur la table et un petit flacon de sel. Maître Lambert a agité les sels sous le nez de Nicole. Nicole a tout sauté, ses yeux s'ouvrant en grand avec un halètement. Elle était par terre, son tailleur froissé autour d'elle, ses cheveux en désordre. L'humiliation de ce moment, hébétée sur la moquette, levant les yeux vers nos visages impassibles, était peut-être pire que la ruine financière. Son avocat s'est empressé de l'aider à se relever. « Madame Martin, vous allez bien ?» Elle est retournée sur sa chaise, le corps tremblant, le visage pâle. Elle était brisée. Le combat était terminé. Elle fixait simplement la table. Maître Lambert n'a pas offert de sympathie. Elle a simplement fait glisser le verre d'eau vers elle, puis avec un petit mouvement précis, elle a fait glisser un nouveau dossier mince au centre de la table. « Maintenant, » a dit Maître Lambert, sa voix calme comme si de rien n'était. « Nous pouvons continuer. » L'avocat de Nicole a regardé le dossier, puis nous. « Continuer avec quoi? Ma cliente n'est pas en état de... » « Votre cliente, » a interrompu Maître Lambert, « est dans un état parfait. Elle est, pour la première fois, en mesure de comprendre pleinement les conséquences de ses actes. » Elle a regardé Nicole. « Le choix vous appartient. Bien sûr, vous avez toujours le choix. » Elle a tapoté le dossier. « Ce ne sont pas des papiers de Monsieur Martin. Ce sont les dispositions finales du trust testamentaire de votre mari, la partie qu'il a écrite pour ce scénario exact. Vous avez deux options, » a déclaré Maître Lambert. « Option 1, vous vous battez. Vous pouvez demander à votre avocat de nous poursuivre. Vous pouvez porter cette affaire devant les tribunaux. Vous pouvez invoquer l'influence indue ou la contrainte ou tout autre terme juridique coûteux et chronophage que vous souhaitez. Nous l'accueillerons bien sûr avec plaisir. » Maître Lambert a souri. « Et voici ce qui se passera. Nous irons au tribunal. Ce contrat, » elle a tapoté son propre dossier, « cette hypothèque de 15 millions d'euros sera prouvée comme étant 100% légale, contraignante et blindée. Un juge statuera en faveur de Monsieur Martin. Le tribunal ordonnera la saisie. Monsieur Martin prendra la maison. Et vous, Nicole, serez expulsée. Par un huissier de justice. » Elle a laissé cela s'imprégner. « Vous vous retrouverez avec 68 millions d'euros en actions que vous ne pourrez jamais vendre. Vous vous retrouverez avec zéro actif et une montagne de dettes juridiques du combat que vous venez de perdre. C'est votre premier choix. La ruine totale, complète et publique. » Maître Lambert a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient deux jeux de documents. « Ou, dit-elle, il y a l'option 2. L'option que votre mari a créée en espérant qu'à la fin, vous étiez une pragmatique, pas une imbécile. » Elle a sorti un seul document. « Vous signez ceci. C'est une renonciation complète, finale et irrévocable à tous vos droits, titres et intérêts dans les actions de Martin Analytique des données. La totalité des 68 millions d'euros sera immédiatement transférée, comme Étienne l'a stipulé, à la Fondation caritative Étienne Martin, qui, je dois le noter, sera gérée par Monsieur Martin et son associé, Madame Diane. » Elle a fait glisser le papier devant Nicole. « Vous renoncerez à l'entreprise. Vous renoncerez à la maison, que vous quitterez dans les 48 heures. Vous tournerez le dos à tout. Et en retour, » a continué Maître Lambert, « en échange de votre coopération complète et immédiate, le trust autorise Monsieur Martin à être généreux. »
Elle a sorti un deuxième document, un chèque de banque. Vous recevrez un paiement unique et final de 500 000 euros, non imposable. C'est assez pour que vous commenciez une nouvelle vie. C'est assez pour que vous disparaissiez. C'est le seul argent réel que vous verrez jamais de cette succession. Elle a placé le chèque juste hors de portée de Nicole. Le choix vous appartient, a dit maître Lambert. 68 millions d'euros de rien, ou 500 000 euros en espèces aujourd'hui. Nicole fixait simplement le chèque. Son avocat, les yeux écarquillés, hochait déjà la tête. Il s'est penché et a murmuré « Prends-le. Mon Dieu, Nicole, prends-le. » Elle a compris. Le choix n'était pas entre 68 millions et 500 000. C'était entre 500 000 et zéro. Tout son corps tremblait. C'était la fin. C'était le résultat de son avidité, de sa cruauté. C'était la chute. Tous ces cris, toute cette arrogance pour ça. Être payé un demi-million d'euros juste pour s'en aller. Sa main, tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le stylo, a atteint le document. Son avocat a pointé la ligne de signature. Elle m'a regardé une dernière fois. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils n'étaient pas tristes. Ils étaient juste vides. Elle a signé son nom. Elle venait d'échanger un empire de 68 millions d'euros en papier contre son billet de bus pour quitter la ville. Et à ce moment-là, elle savait, et je savais, que le prix était une bonne affaire. Elle a signé les papiers. Elle a pris le chèque. Étage 48 heures plus tard, comme stipulé, elle était partie. Elle a quitté la villa dans une voiture de location avec une seule valise et un demi-million d'euros. Elle a laissé la voiture de sport, les meubles neufs et la montagne de dettes qu'elle avait accumulées, tout cela étant désormais le problème de la succession à laquelle elle venait de renoncer. Je n'ai plus jamais mis les pieds dans cette maison. Légalement, la fondation caritative Étienne Martin a pris possession de la villa en tant qu'actif principal garantissant le prêt en défaut. Maître Lambert, agissant au nom de la fondation, a immédiatement mis la maison sur le marché. Elle a été vendue correctement et légalement en 2 mois. Le premier acte de la fondation a été d'utiliser le produit de cette vente pour rembourser son premier et unique créancier, moi. Les 15 millions d'euros, mes économies de toute une vie, l'argent de ma maison, m'ont été restitués en totalité. Cette maison, ce magnifique monument de 20 millions d'euros au succès de mon fils. Elle abritait trop de fantômes. C'était un lieu de maladie, de mort et de trahison. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Avec mes 15 millions d'euros restaurés, j'ai fait exactement ce dont Étienne et moi avions tranquillement discuté tous ces mois auparavant. Je suis devenu le principal bienfaiteur de sa fondation. Ensemble, Diane et moi dirigeons maintenant la fondation Étienne Martin, un trust caritatif dédié à fournir un soutien financier aux familles de patients atteints de cancer du pancréas, les aidant avec le genre exact de coups écrasantes que j'avais vu mon propre fils endurer. Je n'ai pas acheté un nouveau manoir. J'ai acheté un petit appartement calme sur la côte, près d'une plage où ma défunte femme Claire et moi avions l'habitude de nous promener quand nous étions jeunes et que toute notre vie était devant nous. C'est calme. Je peux entendre l'océan. J'ai 70 ans. J'ai perdu mon fils unique. Le chagrin de cela ne me quittera jamais. C'est une partie structurelle de moi maintenant. Mais j'ai accompli ma dernière promesse envers lui. J'ai protégé son héritage. J'ai veillé à ce que son nom, son vrai nom, soit un nom d'espoir, pas d'avidité. Mon silence, je le sais maintenant, n'était pas de la faiblesse. Il n'était pas passif. C'était le temps qu'un ingénieur accorde à une fondation, permettant au béton de prendre, d'acquérir sa pleine force inébranlable. J'attendais simplement. Je laissais la justice s'affûter. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de l'une des nombreuses sources de Diane, Nicole travaillait comme vendeuse dans un magasin de vêtements de luxe à Paris. La justice, j'ai appris, n'est pas toujours un orage. Elle n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est aussi silencieuse, précise et puissante qu'un contrat unique, parfaitement rédigé et correctement exécuté. Ce que j'ai appris de tout cela, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la vraie force réside rarement dans la voix la plus forte de la pièce. Elle réside dans la patience. Elle réside dans la structure. Mon silence était ma plus grande arme car il a donné au plan méticuleux de mon fils le temps dont il avait besoin pour fonctionner. J'ai appris qu'il faut protéger sa propre dignité et que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de pardonner, mais de faire respecter les limites que d'autres ont choisi de franchir. La justice, j'ai découvert, est un plan directeur. Qu'auriez-vous fait à ma place? Et avez-vous déjà constaté que le plan le plus silencieux et le plus patient était le plus solide?